êtes au bon endroit, celui que vous connaissez très très bien, News Sécurité, Agora Manager Group. L'occasion de vous proposer bien encore une fois un nouvel opus des incontournables. Incontournable il l'est, parce qu'il est avec nous régulièrement. C'est le député honoraire, Monsieur Georges Fenech. Georges, bienvenue. Bonjour Jérôme. Et puis quelqu'un, alors... là, sur les derniers numéros, vous avez pu voir des incontournables. On a reçu des maires. Là, on va recevoir un sénateur, en l'occurrence M. Grégory Blanc, le sénateur du Maine-et-Loire. Bienvenue. Merci à vous. En préparant votre venue, je suis tombé sur plusieurs déclarations que vous avez pu faire, et une qui m'a vraiment interpellé positivement. Vous dites « rationaliser ne veut pas dire fragiliser ». Et je trouvais ça assez pertinent, alors encore plus en ce moment, hein, où on parle des budgets, etc. Mais ça, dans votre idée, et notamment autour de la sécurité, hein, on va pouvoir le développer avec Georges, ça veut dire qu'en fait, il faut aussi arrêter de penser que c'est pas parce qu'on rationalise les choses qu'on se fragilise. Ouais, je pense que vous devez l'expliquer régulièrement, le constater tout aussi régulièrement. On est dans des approches qui sont des approches comptables aujourd'hui, sans vision globale, ouais, sans vision d'ensemble. Et donc, il y a des instructions qui sont données principalement par Bercy, puisqu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, ni au niveau du ministre, ni au niveau de Matignon. On sait bien que les budgets ne sont plus arbitrés à Matignon depuis 2 ans maintenant. Et donc, les décisions sont prises de manière administrative et ça redescend ensuite dans chacun des ministères. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des décisions et des politiques publiques qui sont construites en silo, encore plus qu'avant, et avec la nécessité de renforcer ce qu'on appelle les coopérations, les coordinations sur le terrain. Dit concrètement, on voit bien que le retrait de policiers ou de gendarmes sur le terrain conduit à mettre en place le continuum de sécurité et à le renforcer, et donc à trouver des espaces de coordination qui n'existaient pas auparavant. Pourquoi ? Parce que la priorité des priorités dont personne ne parle, c'est de travailler le renseignement humain. Et aujourd'hui, le renseignement humain, quand vous mettez des gendarmes dans des voitures à faire des patrouilles sur 60 km², eh bien vous n'avez plus le petit bonjour dans la boulangerie, vous n'avez plus le petit bonjour auprès du boucher, qui permet effectivement quelquefois de mieux traiter un certain nombre d'affaires et ensuite de remonter, lorsque c'est nécessaire, un certain nombre de filières. Et donc c'est cette dimension du renseignement humain aujourd'hui qui pêche. Et il faut qu'on arrive à reconfigurer des tours de table pour que finalement, entre l'ensemble des acteurs sur le territoire, on arrive à mieux faire circuler l'information essentielle, l'information pertinente, l'information qui permet effectivement de travailler pas uniquement la tranquillité, mais de travailler la sécurité du territoire. Ce que dit le sénateur, je ne sais pas pourquoi, comme ça, intuitivement, j'ai l'impression que ça va faire écho en vous, Georges, par rapport à ce que vous avez pu faire, vous. Le renseignement, vous avez raison, monsieur le sénateur, c'est vraiment très important sur le plan territorial. On parle souvent de la DGSI au niveau national, mais tout ce qui est renseignement territorial est essentiel. C'est là où il y a le plus grand nombre, d'ailleurs, de personnes qui sont sous l'objet de surveillance, hein, même si ce n'est pas le haut du spectre. Et ce sont des gens qui sont en capacité, malheureusement, de commettre des infractions, de commettre des fraudes, d'où l'intérêt d'avoir des services qui, on peut le dire aujourd'hui, se sont reconstitués de manière vraiment efficace par rapport à quelques années où on avait supprimé, souvenez-vous, le renseignement territorial, quasiment. Hein. Mais moi, la question que je pourrais poser, en cas d'échec, la prévention du renseignement, vous savez qu'il y a un projet de loi, vous le savez bien entendu en tant que législateur, sur les polices municipales pour renforcer les attributions de cette police municipale. Beaucoup de maires le demandent d'ailleurs. Quel est votre sentiment, vous? Simple, c'est que c'est un projet de loi qui est attendu, mais qui finalement ne clarifie rien. On ne clarifie pas la responsabilité sur tout ce qui relève du délit, de la délinquance, entre demain... Est-ce que c'est le procureur qui aura la main ou est-ce que c'est le maire qui aura la main? Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et derrière, de se dire de manière tout à fait pragmatique, aujourd'hui, on a des polices municipales qui se sont considérablement développées. On a des polices municipales qui ont augmenté en termes de compétences, qui sont capables d'intervenir sur des théâtres où auparavant... elle ne le pouvait pas. Pas que pour des questions législatives, ne serait-ce que pour des questions de formation, des questions d'équipement, etc. De nombre.
de nombre aussi. Donc il faut qu'on travaille cette articulation-là. Pour bien la travailler, de mon point de vue, si on veut vraiment régler le problème, quand la police municipale est conduite à intervenir sur l'autorité du procureur, alors il faut que l'État finance le temps d'intervention, que l'État finance une partie des formations. S'il y a transfert de compétences, il doit y avoir transfert de moyens financiers. Or, ce débat-là est complètement évacué pour une raison simple, c'est que nous sommes dans une période où, nous le savons tous, la dette, les déficits s'imposent à l'État. Donc, plutôt que d'aborder les choses avec une vision à long terme qui nous permettrait de dégager des économies à l'échelle du pays, de mieux assurer l'enjeu de la sécurité, finalement, on continue d'avoir une politique de rabot que j'évoquais tout à l'heure, avec des budgets qui sont construits de manière complètement administrative. Et de l'autre côté, on s'empêche effectivement de clarifier le qui fait quoi dans une logique de mutualisation. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment en matière de sécurité. On parle de coopération très souvent. Mais ce n'est pas de la coopération. Alors nous, ici sur News Sécurité, on parle de continuum. Mais vous avez raison de parler du continuum. Oui. Mais on voit bien que les frontières sont extrêmement poreuses aujourd'hui et elles vont l'être de plus en plus demain entre les interventions du privé, les interventions du public territorial ou des collectivités et les interventions de l'État. Le débat qui est devant nous, si on pense continuum de sécurité, c'est celui-là, c'est la porosité. Et qui dit porosité dit nécessité de clarifier, mais aussi de mutualiser. Ce n'est pas uniquement de la coopération, parce que, permettez-moi un instant, aujourd'hui, le débat public national est sur oui, mais en France, c'est trop compliqué, il y a trop de doublons, il faut supprimer les doublons. Et en même temps, si on met en place un continuum de sécurité, on voit bien qu'on est en train de créer des doublons. Et je pense qu'ils sont nécessaires. Donc il faut bien qu'on soit capable de clarifier le qui fait quoi sous l'autorité de qui, avec quel financement d'un côté, et en même temps de ne pas avoir peur d'aborder de manière tout à fait transparente devant nos concitoyens la question effectivement de la mutualisation. On doit être capable demain, me semble-t-il, de mutualiser des moyens dans des zones d'activité économique, de sécurisation, au niveau de des espaces, l'intercommunalité, par exemple. avec l'intercommunalité, mais aussi avec les forces de l'ordre. On a des entreprises de surveillance qui on voit des caméras chez les particuliers. Comment on articule tout cela aujourd'hui? La législation n'est pas stabilisée. Elle n'est pas stabilisée en termes de responsabilité, pas en termes de moyens techniques, en matière de responsabilité. Je pense que là, il y a un sujet sur lequel il faut qu'on avance. Et moi, j'ai bon espoir. En tout cas, je vais m'employer à amender le texte, le PJL, qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Georges, encore une ou deux questions avant qu'on... On va suivre ça avec intérêt, effectivement. Mais vous savez très bien, monsieur le sénateur, que les policiers municipaux eux-mêmes, les maires, réclament plus de pouvoir, entre guillemets, juridique. C'est-à-dire que le policier municipal puisse avoir accès à un fichier. C'est vrai que c'est compliqué avec la CNIL, etc. Puisse avoir accès, par exemple, au coffre d'un véhicule, ou demander l'identité, ou de relever peut-être un défaut de permis de conduire. Ça, vous y êtes plutôt favorable, sous l'autorité du procureur, évidemment. Évidemment, dès lors qu'on aura clarifié l'autorité. Si c'est sous l'autorité du procureur, ça ne peut être que le procureur, c'est l'autorité judiciaire. Le maire ne peut pas assurer cela. Sauf que si vous avez bien regardé dans les détails, et j'en suis sûr, le PJL qui nous est présenté dans sa version initiale, on voit bien qu'on ne répond pas à ces enjeux-là. Il faudra le préciser. Et donc il faut le préciser, c'est l'enjeu du travail du législateur. Absolument. Parce que sinon, on va au-devant de nouvelles difficultés. Mais bien sûr. Tous les maires ne demandent pas à avoir davantage de pouvoir. Par contre, tous veulent qu'il y ait davantage de réponses aux enjeux de sécurité. Le policier municipal, lorsqu'il est là pour constater une infraction à un arrêté municipal, il relève de l'autorité du maire. Mais s'il constate une consommation de produits stupéfiants, là, ça n'est plus de la responsabilité du maire. Évidemment. Même s'il est OPJ, mais ce n'est pas son rôle. Évidemment. Okay. Évidemment, mais l'enjeu fondamental dans la clarification, c'est aussi qu'on n'ouvre pas le chemin de, en gros, il y a la grande police et il y aurait la petite police. Non, il y a une complémentarité. Il doit y avoir une complémentarité, mais la complémentarité, ça ne veut pas dire la petite police et la grande police. Ça veut dire des actions qui sont effectivement nobles de chaque côté, mais avec des métiers qui sont différents. Vous le savez aussi bien que moi. Évidemment, il faut qu'on soit capable de répondre à ce que nos concitoyens ne sont pas capables de comprendre. Quand un agent de police municipale arrête une personne qui potentiellement est recherchée et qu'elle la libère, évidemment,
c'est scandaleux. C'est pas uniquement une demande de nos concitoyens. Oui. Je pense que c'est tout C'est le monde logique. le comprend. C'est logique, c'est scandaleux. On se dit, il y a des forces de l'ordre, des policiers municipaux, ils arrêtent un terroriste, ils le libèrent. Ils arrêtent un narcotrafiquant, ils le libèrent. Pourquoi? Ça veut donc dire qu'il y a des trous dans la raquette. Et donc il faut qu'on résolve ce problème spécifique. Pour le résoudre, il faut effectivement qu'on donne la possibilité à un certain nombre de policiers municipaux, dans des conditions qui sont extrêmement claires, limpides, dans un périmètre extrêmement bien construit, sous l'autorité du procureur, d'accéder à ces informations. Donc il faut qu'on soit capable de retracer. Si on veut un continuum de sécurité, il faut qu'on soit aussi capable de retracer la chaîne des événements. Et d'ailleurs, la sécurité juridique est indispensable. Elle est Ne absolument serait-ce que pour les acteurs. évidemment. Ouais, Merci beaucoup, monsieur le sénateur, Merci d'avoir à vous. été avec nous, d'avoir répondu présent et positivement à notre invitation sur le plateau d'A-News Sécurité. Merci beaucoup, Merci. pardon, Georges. Merci de votre invitation. Vous souhaitant une bonne continuation, de pouvoir œuvrer comme vous nous l'avez explicité au sein du Sénat avec le mandat qui est le vôtre. Nous, le mandat qu'on a ensemble, c'est de se retrouver bien sûr à News Sécurité pour d'autres émissions encore pour avoir des éclaircissements. Merci beaucoup. Merci. Merci.